On a coutume de nommer démocratie et je crois qu'énormément de gens considèrent que le régime dans lequel on est une démocratie, même si elle est très imparfaite et qu'elle a tendance à prendre l'eau. D'un point de vue strictement technique, on n'est pas du tout en démocratie, on est dans ce qu'on appelle, Bernard Manin par exemple le dit très bien, dans un système de gouvernement représentatif. Et je crois que ça n'échappera pas à grand monde que les représentants ne représentent pas tellement le peuple, mais plutôt les intérêts marchands en général. Et le problème, c'est que d'appeler démocratie un système qui, de fait, ne donne à peu près aucun pouvoir au peuple, ça pose problème. Parce que comment on va se battre pour amener de la démocratie quand on y est en fait déjà et que tous ceux qui critiquent, on va leur dire allons donc en Chine ou en Russie, vous allez comprendre, ou en Corée du Nord. Voilà, il y a pas mal de choses à dire. Et une des raisons pour lesquelles cette confusion est généralisée, par le fait que les médias enfoncent le clou sans arrêt, c'est qu'on nous explique que la démocratie, c'est l'élection, et que l'élection, c'est la démocratie. Que la démocratie est garantie par la pluralité des partis et la pluralité des médias. Et il y a une confusion de sens vraiment important dans le vocabulaire entre élire et voter. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle communément voter, le fait d'aller aux élections et de choisir une personne qui a été pré-choisie par les partis politiques et qui sont très influencés par le système et qui écrèment les entre guillemets bonnes personnes qui vont correspondre à représenter les réels intérêts et qui fait que le citoyen va avoir bien du mal à trouver des gens qui vont représenter effectivement ce qu'il veut. Alors après, il va se raccrocher à certaines choses, mais l'énorme problème d'élire dans les conditions actuelles, c'est que les représentants ne sont pas du tout contrôlés par le peuple et ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Un certain Charles Pasqua avait dit très justement, les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient. Et ça ne peut pas être plus juste dans la mesure où on n'a pas prise. En fait, on élit des maîtres, en général pour 5 ans, qui n'ont aucun compte à nous rendre et qui, quel que soit leur bord politique, ont tendance à aller un peu dans le même sens. Et cette énorme confusion entre élire et voter, parce que voter, ça veut dire choisir, décider. Dans une démocratie, le peuple vote ses lois. Et je vais terminer cette introduction en disant que là, on arrive en Belgique dans une période électorale assez intense. Je crois que cette année, vous avez des élections à peu près dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et un certain nombre de personnes ici présentes et dans la population belge commencent à se dire qu'il serait urgent de commencer à parler vraiment de démocratie. Et à ce sujet, je dirais juste pour lancer les débats, euh, la plupart, sinon la totalité des partis politiques n'a de la démocratie plein la bouche, fait des tas de promesses dans ce sens, mais ne la pratique pas. C'est-à-dire, et c'est là l'objet de la feuille distribuée, c'est de réfléchir à ce que signifierait pratiquer la démocratie. Donc, chacun va intervenir depuis son point de vue, mais est-ce que lancer un mouvement démocratique aujourd'hui, ce ne serait pas justement essayer de créer une institution interne réellement démocratique en donnant l'exemple et dont le programme serait, en fin de compte, eh bien, la méthode démocratique, sachant que le peuple décidera bien ce qu'il voudra sur le plan législatif quand il aura enfin le pouvoir, plutôt que de demander à ses maîtres élus de bien vouloir faire ce qu'ils ont promis. Si quelqu'un veut démarrer là-dessus. On va faire un petit tour de présentation. Alors, Claude Archer, donc, qui est cofondateur de l'association Transparencia.be, qui fait de l'activisme pour le droit à l'information, le droit de demander des comptes au pouvoir public. Donc ça, c'est exactement un des paramètres de la démocratie, c'est-à-dire que les élus, si on choisit des représentants, doivent à minima rendre des comptes. Ensuite, Michel Bureau, qui est médecin, philosophe, auteur du livre Reprise en main citoyenne et co-initiateur du mouvement RMC, donc Reprise en main citoyenne, qui se lance donc dans une aventure politique pour la démocratie. Ensuite, à ma droite, Francis Lalanne, poète, activiste, résistant. Ensuite, Alain Collignon, président de OUPS, Ordre universel des praticiens de la santé. Et enfin, Jean-François Gava, maître de conférences en philosophie à la fac de droit de l'Université de Mons. Alors, peut-être on peut démarrer sur ceux qui se lancent dans des comptes à demander à la classe politique, par exemple. Pardon. Un simple citoyen constituant. N'en parlons plus.
C'est ce qu'il faut tous faire, en fait, hein. Merci beaucoup et merci de votre accueil, d'être là si nombreux et bravo pour l'organisation. Et j'ai bien aimé en arrivant ici dans la salle, quelqu'un m'a dit: «J'ai vu une vidéo très intéressante d'un certain Claude Archer, vous connaissez?» Et je dis: «Ah non, non, ça je connais pas du tout». La personne se reconnaîtra dans la salle, elle m'a bien fait rire en tout cas. Et alors c'est la question des élections effectivement, on peut vendre du rêve aux gens, certainement. Personnellement, je ne pense pas que le pouvoir se trouve dans le parlement à l'heure actuelle, mais malgré tout, on va proposer aux citoyens de se présenter aux élections uniquement dans un petit endroit, le royaume de l'absurdie belge que vous connaissez, qui est Bruxelles, capitale de la Belgique et ses multiples divisions. Donc ça, c'est simplement pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les élections. Et le but de mon exposé sera de vous convertir en flamand. Voilà, dire qu'il est bon d'être flamand. Je vais vous expliquer pourquoi en Belgique, surtout à Bruxelles en fait, on a, euh, on a la chance de ne pas avoir un Macron avec un 49-3, et donc il est assez relativement facile pour la région bruxelloise de bloquer le système électoral. Et donc quelque chose qu'on ne sait pas, c'est qu'à Bruxelles, qui est unique en son genre, vous n'avez pas ça en Wallonie et en Flandre, quand vous êtes dans l'isoloir, vous devez choisir votre rôle linguistique, donc si c'est français ou néerlandais. Et vous pouvez appuyer sur néerlandais et ça marche, même si vous ne parlez pas un mot de néerlandais. Et donc ça, c'est très très drôle. Alors le jeu de l'absurde va un peu plus loin, c'est que non seulement vous pouvez voter pour un parti néerlandophone, mais quand vous votez pour un parti néerlandophone, pardon, il y a un tour de magie. Moi je pensais qu'un homme, une voix était un principe universel, oui, sauf à Bruxelles. Donc en Belgique, pour des raisons très compliquées, quand vous votez du côté néerlandophone, votre voix est multipliée par 8. C'est quand même magnifique. Donc pourquoi ne pas se transformer en flamand quand, dans ce petit royaume absurde de Belgique, dans la petite capitale, il y a ce phénomène qui fait que quand vous choisissez NL sur l'écran de vote et que vous voyez les partis flamands, votre vote est multiplié par 8. C'est dû à un mécanisme de protection de la minorité flamande à Bruxelles qui fait qu'en fait, concrètement, votre vote est multiplié par 8. Donc soyons tous flamands. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ben, si énormément de francophones font ça, ils peuvent aller du côté du Vlaams-Belang, effectivement de l'extrême droite. Et donc, on va essayer de faire une liste avec notre association Transparency pour vous proposez même d'être candidat si vous le voulez. Hein, si vous avez envie, on vous transforme en flamand. Alors, comment on fait? Alors, pour être candidat, c'est un peu plus compliqué. On dit, ben, il faut être flamand, être né de parents flamands, parler flamand. Non, non, pas du tout. Alors, un peu creuser, être flamand en Belgique, ça se résume à une information très simple. Vous pouvez tous regarder sur votre carte d'identité. Alors, ça veut simplement dire que votre carte d'identité, le premier mot que vous voyez, c'est pas Belgique, mais België, et le deuxième, c'est Belgique. Eh bien, c'est simplement ça, être flamand en Belgique. C'est très drôle. Donc, faites l'expérience, allez à la maison communale, dans une des 19 communes bruxelloises, vous allez en français, dites bonjour, je voudrais devenir flamand. Et donc, je voudrais donc changer ma carte d'identité. Et on vous répond, ah ben très bien, ben, à partir de demain, vous êtes flamand. Payez 24 euros, une photo d'identité, et vous revenez avec une carte où on a inversé le mot Belgique et België, et vous devenez flamand. C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, vous pouvez vous présenter aux élections du côté flamand, et tous vos électeurs, on leur voit multiplié par 8. C'est magique, hein? Génial quand même. Ben, c'est Donc, de manière générale, le système électoral est cadenassé et ne permet certainement pas aux citoyens d'influencer les choses, mais il se fait qu'à Bruxelles, ben, on a cette exception. Et donc concrètement, il faut imaginer que pourquoi ça se passe comme ça? C'est qu'en réalité, vous savez qu'il y a un seuil électoral de 5% en Belgique qui a été introduit il y a 20 ans pour bloquer les petits partis. Tous les partis qui n'obtiennent pas 5%, leurs voix sont redistribuées aux gros partis. Alors ce 5% sur le côté francophone, ça représente 27 000 voix pour avoir son premier député. Sans accès aux médias, c'est extrêmement compliqué. C'est pas parce que vous avez 27 000 abonnés sur les réseaux sociaux, hein, on a tous nos réseaux sociaux, on est très fiers, oh, il y a 100 000 vues, ça veut rien dire. C'est pas pour ça qu'il y a 100 000 personnes qui vont voter pour vous. Et donc, sans accès aux grands médias, on l'a vu, un Macron, un parfait inconnu, avec l'accès aux médias, s'est fait élire. Et vous n'allez pas avoir, d'ici 3 mois, 27 000 électeurs. Mais comme ce seuil de 5%, comme il y a très peu de néerlandophones à Bruxelles, ce seuil de 5% n'est pas calculé sur la population, mais uniquement sur la petite population flamande, qui est 8 fois moins nombreuse que la population francophone.
Et dû à ce oui fois moins nombreux, ça implique en gros que la voix va être multipliée par 8 et que, avec si 3500 de vos amis votent pour vous, vous, le nouveau flamand, vous qui avez été à la maison communale en disant bonjour, je voudrais être flamand, eh bien, si 3500 de vos amis votent pour vous, vous devenez député. Tout simplement. Vous devenez député avec 3500 amis. C'est sympa, hein? C'est chouette. Voilà. Vous devenez non seulement député, mais vous êtes mieux que ça. Vous êtes reconnu comme groupe politique, tout seul. Eh bien, un groupe politique, normalement, en France, il faut 60, 50 députés à l'Assemblée. À Bruxelles, c'est un. Un. Donc voilà, vous appelez Bernard, vous créez le parti Bernard, vous allez à la maison communale, dites je suis flamand, vous présentez aux élections. Si vous avez 3500 à la limite, ça rapporte tellement, payez-les, hein, les 3500 électeurs. Parce que ça rapporte. Allez, faites le calcul, c'est vous avez des locaux, vous avez donc le salaire de député, vous avez 4 assistants parlementaires mi-temps, 2 bureaux et une salle de réunion assez grande pour faire des. On peut presque mettre la moitié de la salle dedans. Tout ça avec 3500 amis, qui eux-mêmes, dans l'isoloir, n'auront qu'à choisir NL, néerlandais, au lieu de français. Voilà, ça c'est l'absurdité de la Belgique. On arrive à des cas comme ça. Concrètement, la majorité les partis néerlandophones sont tellement en perte de vitesse, les partis traditionnels, que si 10 000 francophones vont voter du côté néerlandophone à Bruxelles, le système est bloqué, ils n'arrivent plus à former un gouvernement. Parce qu'à Bruxelles, il y a aussi une règle assez absurde, c'est que le gouvernement doit avoir une majorité dans les 2 groupes linguistiques. Et donc, si plus ou moins, il faut compter 3 députés là pour bloquer la majorité. Parce que du côté néerlandophone, une majorité, c'est 9 députés. Donc, si chacun qui a 3500 amis a un député, avec 10 000 amis, ben, si la majorité c'est à 9, à 3, ça passe à 6 ou à 12 et vous empêchez une majorité du côté néerlandophone. Donc, c'est assez absurde, mais donc on prend Bernard, Josiane et on va prendre un Kurt, en flamand. Hein. Eh bien, s'ils prennent leurs 3500 amis qui votent pour eux, eh bien, ils ont 3 députés et ils bloquent la formation d'un gouvernement bruxellois. C'est drôle quand même. Alors, à quoi ça sert de bloquer la formation d'un gouvernement bruxellois? C'est simplement que on retrouve un peu de pouvoir en tant qu'activiste, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de négocier avec les petits partis, avec l'opposition. Sinon, une fois élu, vous savez que c'est le jeu majorité contre opposition et qu'il y ait d'autres députés de l'opposition, ça n'a plus aucune influence. Voilà. Donc ça, c'est le petit jeu assez drôle. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé de naturaliser flamand tous ceux qui veulent l'être. Donc, si vous voulez, vous envoyez un petit mail à info@transparentia.be. Moi, je prends ma baguette magique, je vais à la maison communale avec vous et hop, vous devenez flamand pour 24 euros. Et après ça, vous vous présentez sur une liste néerlandophone. Et vous pouvez, le but évidemment, c'est qu'après, avec 10 000, pas seulement francophones, je veux dire, c'est vraiment ouvert à tout le monde, vous recréez des parlements en fait des gouvernements sans majorité et l'obligation d'avoir un dialogue entre la population, les petits partis et les grands partis. C'est essentiellement ça. Alors il y a quand même la baguette magique a un peu. Tout à fait. Je peux faire 2 heures sans problème. Pas de problème, moi j'aurais fini. Donc, donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant d'ici là pour avoir le droit de créer un parti tout seul néerlandophone? C'est qu'il faut avoir le sponsor dans la rue de citoyens néerlandophones à Bruxelles. Et ils sont assez rares dans la rue. Il en faut 500, et 500 signatures de néerlandophones. Donc des gens domiciliés à Bruxelles et qui ont leur carte d'identité qui commence pas par Belgique, mais par Belgique. Hein. On est bien d'accord que ça ne veut pas dire qu'on parle néerlandais, hein, mais ça suffit. Et donc, ben, comment le faire? Dans la rue, c'est très rare. Donc, si vous avez envie de participer à ça, le plus efficace, c'est, je crois, organiser un spectacle de cirque ou un concert en néerlandais. Et là, qu'est-ce que vous faites? C'est vous montrez le QR code pour signer avec l'application It's Me sur la liste, vous l'affichez sur l'écran du concert, ou bien vous décidez que le concert est gratuit s'il signe avec le QR code pour votre On va, liste. on va, on va pas trop Voilà. rentrer dans les détails, parce que là, on rentre vraiment dans les Voilà. détails. Après, les gens que ça intéresse, je les invite à aller sur le site et à prendre contact. Parce que Alors, là, il y a juste une petite erreur. Le site, c'est pas Transparency, c'est Transparencia. Mais si vous voulez aller sur Facebook, c'est Transparencia BE. Vous collez, vous mettez le point. Et on a mis le QR code en grand. Et donc, si vous avez envie de devenir flamand et de faire votre parti politique flamand, on va vous y aider. Et on va vous aider à organiser un concert ou un spectacle de cirque pour néerlandophones. Voilà. merci.
Le titre des élections pour quelle démocratie paraît pour moi une provocation, parce que l'élection est de mon point de vue, et je pense que vous viendriez à la même conclusion si vous y travailliez, les élections sont une procédure violemment antidémocratique. Quand je mets le nom de quelqu'un dans une urne pour dire c'est toi qui vas tout décider à ma place, je renonce à décider quoi que ce soit. Moi, le démos, j'accepte de n'exercer aucun kratos. C'est littéralement le contraire de la démocratie. L'élection nous tient, nous les représentés, à l'écart de toute souveraineté, à l'écart du pouvoir politique. Donc en fait, l'élection est une procédure qui nous infantilise, qui fait de nous des incapables politiques. L'élection est la procédure de notre dépossession. C'est un outil humiliant politiquement, de notre point de vue. Et faire de l'élection rapprocher le mot élection du mot démocratie, pour moi, comme une provocation. Ceci dit, c'est vrai que comme c'est tout ce qu'on a, sur le plan institutionnel, c'est tout ce qu'on a. Alors, c'est pas tout ce qu'on a sur le plan factuel, parce que nous pourrions devenir constituants et en nous moquant complètement des anti-constitutions qui nous gouvernent, en nous moquant complètement, en ne tenant aucun compte de nos représentants actuels, en ne tenant aucun compte de ce qu'ont vont dire les médias, nous pourrions devenir des grandes personnes en devenant constituants, c'est-à-dire en écrivant nous-mêmes les règles de notre propre représentation. Nous pourrions nous émanciper tout de suite, sans attendre que, bien sûr, que les élus ou les médias nous aident. Mais compte tenu du fait que, pour l'instant, dans les institutions, nous n'avons que les élections, je comprends que les résistants essayent de hacker les élections. Alors c'est marrant parce que l'idée de Claude, elle va tout à fait dans ce sens-là. Et vous avez donc en Belgique, c'est marrant, une aptitude, une brèche qui vous permet de hacker les élections. Ceci dit, vous avez remarqué que les premiers mots de Claude, alors il était très juste, il se posait, avant de proposer cette solution, il se demandait, je suis pas sûr que le pouvoir soit au Parlement. Et effectivement, à mon avis, le pouvoir est effectivement pas au Parlement, pas plus en France qu'en Belgique. Mais hacker les élections, pourquoi faire? Alors, est-ce que nous pourrions hacker les élections pour instituer une démocratie, une vraie démocratie, c'est-à-dire un système, un régime politique dans lequel le démos exerce le kratos, c'est-à-dire 99% de la population vote ses lois, quoi. Hein. En fait, la souveraineté, c'est décider. Donc le souverain, c'est celui qui décide. Pour moi, démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes, c'est pas possible. C'est comme banquier honnête ou neige brûlante, c'est pas possible. Euh, et donc, si on voulait euh, hacker les élections, il faudrait euh, bon, il faudrait qu'il y ait une offre politique qui soit démocratique. Nous avons un problème en France, et je crois que vous avez le même en Belgique. Nous n'avons pas d'offre démocratique. Il n'y a pas de parti qui soit démocrate et qui propose une vraie démocratie. Ça n'existe pas pour l'instant. Euh, Beaucoup de militants ont l'idée de fabriquer un parti, il faudrait l'appeler autrement, qui montre l'exemple, c'est-à-dire qui soit organisé en interne pour montrer que ça marche. Nous sommes capables de vivre en démocratie avec un corpus politique qui prend les décisions sans avoir de représentants maîtres, en ayant des représentants qui soient des serviteurs. Le document qui vous a été distribué réfléchit dans ce sens, en se disant, voyons, quelles sont les caractéristiques d'un mouvement démocrate, quelles sont les caractéristiques d'une démocratie, et vous allez y retrouver la rotation des charges, le fait que les représentants soient des serviteurs, le tirage au sort qui va imposer la rotation des charges. Euh, et ce document, à mon avis, est un point de départ, un point de départ, un chantier, un point de départ de l'écriture des statuts d'un mouvement politique qui serait démocratique. Euh, à mon avis, il y a une grande difficulté, c'est que nous sommes conditionnés par l'habitude depuis des années, depuis que nous sommes nés, nous sommes conditionnés
à une représentation fondée sur l'élection, c'est une représentation où nous abandonnons tout pouvoir de décider. Et dans un mouvement démocratique, il va falloir qu'on s'habitue à l'idée de laisser le pouvoir aux représentés, de laisser le pouvoir de décider. Et ce que j'observe, c'est que les gens qui sont démocrates, qui se pensent démocrates et qui organisent un nouveau parti, ne se rendent pas compte, mais ils ne sont pas encore vraiment démocrates. Ils ont un programme législatif. Ils disent qu'il faut penser en matière de nucléaire, en matière de peine de mort, en matière de, etc. Alors que si on est vraiment démocrate, on n'a pas de programme législatif. On n'a qu'un programme constituant. On ne s'intéresse qu'au processus. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui animerait un parti, parce qu'on m'invite à ça depuis 20 ans. Et la réflexion, là, elle date de 2007. Donc ça fait longtemps qu'on a réfléchi à ça. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui serait vraiment un démocrate et qui animerait ce type de mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait de programme politique législatif. Le programme législatif, c'est vous qui allez le faire au fur et à mesure, loi par loi. C'est la population qui va décider de ce qu'elle veut faire. Un parti démocratique, ça aussi c'est un oxymore presque, hein, parce que les partis sont rendus nécessaires par l'élection. Les partis, c'est des machines de guerre, c'est des armées en fait, hein, qui sont faites pour soutenir des candidats, pour gagner une élection. Les partis, on n'a pas besoin de partis pour faire de la politique. Les partis, ça sert à gagner les élections. Et du même coup, comme l'élection est violemment et profondément antidémocratique, un parti, en démocratie, il n'y a pas besoin de parti. En démocratie, il n'y a pas d'élection, c'est tirage au sort, et donc en démocratie, il n'y a pas besoin de parti. Et donc, en imaginant quand même qu'on fasse un parti démocratique, il faudrait que ce parti n'ait comme programme qu'un programme constituant. Je m'engage, je suis chef d'un parti démocratique, je m'engage à vous rendre le pouvoir, vraiment. Donc, j'ai pas de programme. Voilà. Et là, justement, on est dans une démarche très, très différente et j'espère des réactions de la part de ceux qui se lancent justement dans ce genre d'aventure. Alors, ce parti qui n'est pas un parti, cher Étienne, je l'ai créé. Je l'ai créé. Alors, bien évidemment, j'appelle pas ça un parti parce que les mots sont très importants et que qui dit parti dit système partisan, dit tutelle de la structure sur le candidat et sur l'élu. Et ça, bien sûr, il n'en est pas question. Donc, moi, j'ai baptisé ça du nom de DAD, un dispositif d'action démocratique. C'est-à-dire que c'est une structure qui officiellement est un parti, mais qui a vocation à n'exercer aucune tutelle sur un candidat qu'elle va porter aux responsabilités. Et bien évidemment, hein, Étienne est le grand penseur de la démocratie en France, et c'est lui qui, depuis le début, nous a expliqué ce que nous avions du mal à comprendre. C'est que décider, ça n'est pas décider de qui va décider. Et le problème, c'est que pendant des générations, on a amalgamé le mot de république au mot de démocratie, et c'est très difficile d'expliquer aux gens que voter, élire des représentants pour une durée, ça n'est pas faire acte de démocratie. Jean-Jacques Rousseau l'explique très bien à propos du peuple d'Angleterre. Il dit, voilà, le peuple d'Angleterre qui fonctionnait déjà sur un système de votation, il dit, le peuple d'Angleterre est libre au moment où il élit ses représentants, le reste du temps, il est esclave. C'est exactement ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'on a un semblant de liberté pour décider qui va être élu, qui on va décider de porter aux responsabilités, et le reste du temps, on n'a plus aucun pouvoir, si ce n'est celui de fermer notre gueule. Et ce mandat, qui devrait être un mandat démocratique, ne l'est pas, parce qu'il est vécu par celui qui est élu comme un transfert de souveraineté. Or, un mandat n'est pas un transfert de souveraineté. La souveraineté, et c'est d'ailleurs dans les textes que nous allons changer, puisque nous allons être constituants, il est dit très clairement qu'aucune personne, aucun groupe ne peut se substituer à la souveraineté de la nation, à la souveraineté du peuple. Alors, bien évidemment, le problème, et que pose très bien d'ailleurs Étienne, c'est qu'à partir du moment où on veut changer le système,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit tout et on pose le nouveau système sans transition, ou est-ce qu'on organise une transition? Alors, bien évidemment, il va falloir en passer par les institutions actuelles pour les abolir. Bien évidemment, il va falloir que, par exemple, le parti que j'ai constitué ait des élus, pour que ces élus puissent agir dans ce sens, c'est-à-dire abolir le système à l'intérieur du système. Il faut mettre un pied dans la citadelle. Donc, il faut un cheval de Troie. Et ce cheval de Troie, il va être construit avec le bois qu'on va trouver autour de la citadelle. Donc, effectivement, on est dans une phase complexe parce que nous avons déjà pensé la France ou la Belgique de demain. Et d'ailleurs, ce que tu disais était extraordinaire. Enfin, moi, je t'aurais écouté encore pendant des heures. Mais le fait que nous ayons pensé la France de demain ne veut pas dire pour autant que nous puissions l'installer comme ça sur un claquement de doigts. Non, il va falloir, hélas, en passer par ces institutions qui sont obscènes, puisqu'elles prétendent être le contraire de ce qu'elles sont. Et une fois qu'on aura des élus, on va créer et constituer une masse critique intelligente, active et capable d'opposer à la mafia politicienne j'allais dire, une politique citoyenne, c'est-à-dire délivrée de la dictature des partis politiques. Donc, j'ai une bonne nouvelle. On ne s'était pas parlé avant, Étienne, mais ça y est, je l'ai créé, ce mouvement démocratique. Voilà. Bonsoir. Je voudrais quand même tempérer un petit peu ce qui me paraît du domaine de l'onirisme. Il y a la souveraineté du peuple, c'est la démocratie. Mais au-dessus du peuple, il y a des règles qu'on appelle le droit naturel. Ce sont des choses qu'aucune démocratie, aussi parfaite soit-elle, ne peut contester. C'est votre droit de respirer, votre droit d'être libre, indépendamment du système politique. Ce qu'on appelle le droit naturel est un droit imprescriptible. Et en tant que médecin, on m'a demandé de prêter serment à ce droit naturel. Et qu'est-ce qu'on m'a demandé? De prêter serment et de jurer que je porterai toujours secours à des personnes en souffrance et que lorsque je les traiterai, je les informerai intelligiblement et que je ne leur imposerai aucun traitement. On a sorti d'un placard un vieux ministre qui achevait de brûler ses billets. Et ce type nous a dit, c'est terminé tout ça. Les gens qui souffrent, vous leur dites de rester chez eux avec du Dafalgan jusqu'à ce qu'ils suffoquent. C'est ce qu'on nous a dit. Quant à la vaccination, c'est magnifique. Il faut absolument faire la promotion et nous avons reçu une circulaire nous imposant de le faire le 23 janvier 2021. Le peuple médical s'est-il soulevé? Combien de médecins sont partis au combat contre cette ignominie? 10 sur les 42 000. Alors, c'est très bien d'invoquer un principe de responsabilité populaire de la démocratie, mais est-ce qu'on est prêt à prendre ce pouvoir? En tout cas, pas nous les médecins. Il y en a 10 et peut-être 100 qui suivront. Mais pourquoi, s'il vous plaît, sommes-nous tellement soumis à des choses qui sont du caractère de l'ignoble? Voilà. Et c'est de ça qu'il faut que nous nous rendions compte. Est-ce que oui ou non, nous la voulons, cette démocratie? Moi, parce que je l'ai voulu, j'ai 2 ans de suspension, mais je m'en fous complètement, parce que suspendu ou pas, je continuerai à pratiquer. Et puis, il faudra qu'un juge correctionnel vienne me dire « Tu ne peux plus et tu as droit ». Vous savez ce que je risque si je pratique la médecine sans être inscrit à l'ordre? 150 € d'amende, c'est l'équivalent de 135 km/h sur l'autoroute. Alors, qu'est-ce que je m'en fous de ce que l'ordre va me dire? Mais complètement. Mais quand est-ce que, et c'est ma question que je soumets à votre réflexion, pourquoi ne sommes-nous pas plus de révoltés? Voilà. Pourquoi pas, mais très embarrassant d'intervenir à la suite de toutes ces propositions extrêmement... Comment? Ah, voilà. Ça s'entend.
Mais très embarrassant d'arriver, évidemment, après toutes ces interventions extrêmement pertinentes et comiques et intelligentes. Et moi, je croyais être malin en droit institutionnel parce que j'avais 18/20 quand j'étais étudiant en Polytech. Non, mais c'est pas pour monter le collet, mais je comprends rien de ce que dit Claude, mais ça me fait marrer. Je trouve c'est extraordinaire. C'est l'essentiel. Non, mais bon, je suis belge quand même depuis un certain temps. Et bon, et je pensais avoir appris les institutions de mon pays. Et j'avais été rétribué, récompensé. Voilà. J'ai rien compris. On a tout dit. On a tout dit. C'est ça qui est embarrassant d'intervenir en dernier ou en avant en dernier lieu. Pardon, Michel. On entend là? Oui, c'est bon. Au sujet de la démocratie, il y a beaucoup de... alors je suis condamné à répéter en quelque sorte à ma façon, à décliner, à moduler tout ce qui vient de se dire. Alors, j'ai beaucoup apprécié la reprise par Francis de la proposition d'Étienne, hein, de la proposition dans un processus hegelien de croissance dialectique et spéculative où le concept s'enrichit à mesure qu'il se déploie. Et parce que, alors, démocratie, ça peut être deux choses. C'est croire qu'on vit en démocratie. Je ne suis pas démocrate. Mais si démocrate, ça veut dire fondons-la, alors je le deviens hein, subitement. Euh, euh, j'ai un problème avec l'absence de programme. C'est pour ça que je disais que j'appréciais la relève par Francis de la proposition carrément abstentionniste d'Étienne. Je pense qu'il faut un programme de démantèlement de tout programme qui soit fonctionnel et finalement fonctionnel à la reproduction du système socio-économique dans lequel nous vivons. J'appelle ça dans mon jargon strictement idiosyncrasique, c'est-à-dire que je ne partage qu'avec moi-même le bolchevisme négatif. Pourquoi le bolchevisme négatif? Les communistes russes n'ont rien trouvé de mieux que d'installer le capitalisme dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est ce que tous les partis marxistes du tiers-monde après la Seconde Guerre mondiale ont fait. C'est quand même extraordinaire que enfin, je crois qu'on s'en rend compte quand même de l'absurdité de ces histoires. La Chine est un exemple absolument mûri de cette absurdité, mais dont personne ne semble s'offusquer. Évidemment, il faut prêter un certain intérêt à la question de la libération, au projet de libération humaine qui a eu nom dans le mouvement ouvrier, socialisme et communisme, où je vous réveille, bonsoir, vous vous souvenez, ça a duré quand même un siècle et ça a failli changer le monde. Donc ces gens n'ont rien trouvé de plus pressé que d'installer le système qui prétendait combattre dans les pays où ça n'existait pas, on n'en avait pas la moindre idée. Bon, moi, je pense qu'il faut reprendre l'idée de programme, mais alors, OK, avec Étienne, mais surtout Francis, un programme de démantèlement. Hein, c'est-à-dire que nous devons formuler un programme. Alors, la question de la fondation du parti, moi, je pense que le parti et le programme doivent se confondre. Autrement dit, comme Bordiga, fondateur du Parti communiste italien, excusez-moi, une petite référence au mouvement ouvrier italien, mais enfin, de temps en temps, une petite référence n'est pas de tort. Il y en a eu d'autres ici, hein, Aristote, Rousseau, etc. Je vais toujours devoir s'excuser. Bon, il disait, le mec, programme. Hein, bon, alors, programme de démantèlement, non pas pour assurer l'aménagement l'aménagement politique des conditions de reproduction du capital à échelle sans cesse élargie, hein, pour parler un jargon un peu marxisant et complètement éculé, je m'en excuse, mais enfin bon, c'est ma formation, hein. Mais pour précisément interrompre la dynamique de croissance, la dynamique d'accumulation invétérée et mortifère, qui est en réalité l'incarnation d'une thanatocratie, hein, transformer la richesse du monde en argent, c'est-à-dire cette matière. Comment disait mon ami François de Koning, qui est curateur d'une exposition remarquable que je vous recommande, qui s'appelle L'Art de rien à la centrale électrique, ici tout près. Hein, l'argent comme antimatière. Hein. On croit qu'on vit dans un monde qui produit des richesses comme jamais précédemment on en a produit. C'est une gravissime erreur. Ce système ne produit rigoureusement aucune richesse. C'est-à-dire que dans l'intention d'aucun des producteurs, la question de la production de richesse n'est à l'ordre du jour. C'est la production de valeur. Alors,
excusez-moi encore une fois, on va pas faire un cours sur valeur d'échange, valeur d'usage et tout le Bataclan marxien, mais quand même, c'est produire de l'argent, c'est-à-dire l'antimatière, c'est détruire la richesse en réalité, c'est-à-dire tout ce sur quoi nous avons pris, parce que nous sommes capables de le produire et parce que ça subvient à nos besoins réels. Bon, là je bavarde, hein, je n'ai pas d'ordre, je n'ai pas de plan de bataille, je n'ai pas de plan de bataille, on m'interrompt. Oui. Euh, juste en 2 mots pour te répondre à ton brillant exposé. Pour moi, bien évidemment, comme le dit Étienne, si on est un parti démocratique, c'est-à-dire un oxymore, c'est-à-dire, je préfère dire un dispositif d'action démocratique, c'est-à-dire quelqu'un qui porte des candidats aux responsabilités et qui, à aucun moment, n'exercera un pouvoir tutélaire sur les candidats qu'il aura portés aux responsabilités, on ne doit pas avoir de programme. En ce qui concerne, par exemple, mon mouvement démocratique, on n'a pas de programme. Et il n'est pas question d'avoir un programme. Parce que d'abord, les programmes sont des impostures républicaines et parce qu'il n'est pas question d'avoir un programme. Le but, c'est d'abolir le système. Donc, on n'a pas un programme, on a un objectif. Et on préfère des vrais objectifs à des faux programmes. Voilà. Et voilà. Et l'objectif, c'est justement d'avoir des élus pour pouvoir utiliser le système et entrer à l'intérieur de ce système, de cette citadelle, pour la détruire, pour abolir le système et en venir à une véritable démocratie pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire un système où le peuple vote ses lois, comme le disait Étienne. Ça ne peut pas être autrement la démocratie. Hein, un jour, quelqu'un m'a dit, et j'en finis là-dessus, la démocratie, c'est quand on vote. La démocratie, c'est quand on vote. Non. Par exemple, regarde au Vatican, on vote, c'est pas une démocratie. Voilà. Bah, je dirais juste un petit truc pour la transition avant de passer la parole à Michel, c'est quand tu dis mon programme, en fait, j'ai plus envie de dire le programme, c'est la méthode. Et oui, oui, non, mais enfin, c'est une manière de parler, mais je veux dire, est-ce que dans un mouvement démocratique, il n'est pas nécessaire que si des personnes célèbres ayant des réseaux se mettent en avant, elles soient plus des porte-paroles que des gens qui ont l'ambition d'être élus? Il n'est pas question, bien sûr, d'être le chef dans un parti démocratique. Donc, il y a des porte-paroles et puis il y a d'ailleurs tous les principes de fonctionnement démocratique qui sont contenus, par exemple, sur cette feuille de papier, désignent et identifient le principe démocratique à l'intérieur de cette structure. Mais bien évidemment, une personne, par exemple, qui a ma notoriété et qui se met au service d'un groupe de citoyens, c'est pas pour être le chef de ce groupe de citoyens, c'est pour être le porte-parole. Voilà, pour faire comme me disait Émile Zola, pour mettre sa notoriété au service d'une noble cause. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, voilà, moi je suis ici pour parler d'un jeune mouvement donc, qui s'appelle Reprise en main citoyenne. Et pour répondre un peu à Étienne Chouard qui demandait qui posait la question, il faudrait peut-être une nouvelle offre démocratique, et Alain Collignon qui se demandait pourquoi on n'était pas soumis. Eh bien, on a en fait réfléchi à cela dans ce livre et ce qu'on fait, c'est pas du tout proposer justement des mesures, des objectifs ou d'un programme, mais plutôt une méthode. Et c'est une méthode qui consiste à changer complètement de paradigme. Le système politique dans lequel on est, qui est un système de démocratie représentative, est un système qui ne peut conduire à aucune solution, quels que soient les aménagements qu'on fait, et qui sont des aménagements périphériques depuis des dizaines d'années. Et ce que Alexandre nous rappelait avec les slogans publicitaires d'année en année ne prouve qu'une seule chose, c'est que tous ces aménagements périphériques conduisent tout simplement à un immobilisme politique. Donc, par rapport à ça, ce que nous pensons, c'est qu'il faut changer ce système de démocratie représentative pour aller vers un système de démocratie participative et qui, par bien des côtés, ressemble à ce que Étienne Chouard propose déjà depuis pas mal d'années. Ce système de démocratie participative, nous l'avons appelé une démocratie semi-directe et non pas directe, comme nous en parlions avec Étienne tout à l'heure.
La démocratie directe, qui a été un peu inventée par Jean-Jacques Rousseau, a été considérée par lui comme une démocratie des dieux parce qu'il pensait qu'elle était un peu utopique et donc a dû être pensée, notamment dans la Grèce antique, et être corrigée par certains aspects pour qu'elle puisse être réaliste, en quelque sorte. Ce système repose sur deux grands axes principaux, et si ces deux conditions sont établies, les différents domaines de la vie politique peuvent être décidés de manière claire, non pas par nous, mais par les citoyens qui prennent leur destin en main. La première mesure importante, c'est de rétablir dans notre pays ce qui est de plus en plus bafoué et qui est la liberté d'expression. Pour nous, la liberté d'expression est quelque chose qui est non discutable et qui est non négociable. Je vais vous citer une petite phrase de Simone Veil, la philosophe, bien entendu, pas la politicienne, Simone W, voilà, qui dit ceci. La liberté d'expression totale, illimitée, pour toute opinion quelle qu'elle soit, sans aucune restriction ni réserve, est un besoin absolu pour l'intelligence. Donc, la liberté d'expression totale est pour nous absolument non discutable. Or, si vous ne le savez peut-être pas encore, mais le nouveau code pénal a été voté au Parlement il y a à peine quelques semaines en Belgique, et dans ce code pénal se trouve un article qui est l'article 547 de mémoire, qui concerne l'atteinte méchante à l'autorité de l'État. Cette atteinte méchante à l'autorité de l'État consiste à punir les citoyens qui, par leurs propos, porteraient préjudice à la sécurité de l'État, à la santé publique ou encore à la moralité. C'est juste incroyable. C'est un article contre lequel je vous invite à partir en croisade. C'est tout à fait inadmissible. Donc, si nous arrivons au pouvoir, c'est sans aucun doute un article que nous contesterons violemment. Et cette liberté d'expression, on nous oppose quoi par rapport à cela? Le fact-checking, dont Alexandre nous a parlé tout à l'heure, et toutes les désinformations servies à toutes les sauces, qui sont en fait quoi? Un retour à un formidable obscurantisme qu'on n'avait jamais plus connu, quasi depuis l'Inquisition. Et tous ces procédés conduisent à quoi? À la censure, tout simplement, qui, je le rappelle, est illégale et qui pourtant, nous le savons tous, est pratiquée allègrement, notamment sur les réseaux. Et comme le dit encore la philosophe dont je viens de vous parler, tout le monde sait que cette censure journalistique, lorsqu'elle est réalisée, lorsque ce journalisme se confond avec l'organisation du mensonge, elle constitue un véritable crime. On ne peut pas reprocher à un journaliste de se tromper, mais par contre, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de tromper les gens. Or, quand un journaliste prétend détenir la vérité ou lorsqu'il prétend détenir le bien et qu'en face les gens se trompent ou détiennent le mal, il y a un véritable problème et ce problème doit être dénoncé. Le deuxième, euh, le deuxième souci dans ce premier axe, c'est la liberté de la presse. Je discutais avec Alexandre du fait que les subsides de son média n'étaient pas accordés au prétexte qu'il contestait de temps en temps l'autorité de l'État. Et je voudrais vous faire une petite citation encore d'un philosophe qui s'appelle Alain et qui me paraît tout à fait pertinente pour répondre à cet argument de l'État. Tout pouvoir est méchant dès qu'on le laisse faire. Tout pouvoir est sage dès qu'il se sent jugé. La démocratie n'est pas dans l'origine populaire du pouvoir, elle est dans son contrôle. La démocratie, c'est l'exercice du contrôle des gouvernés sur les gouvernants, non pas une fois tous les 5 ans ni tous les ans, mais tous les jours. Puis la phrase qui suit est capitale. La liberté réelle suppose une organisation constamment dirigée contre le pouvoir. La liberté meurt si elle n'agit point. Autrement dit, lorsque nos responsables politiques refusent des subsides à Kéros, eh bien, ils démontrent qu'ils combattent la liberté qui est véritablement le socle de notre démocratie.
Étienne me rappelle opportunément d'ailleurs que Alain était le professeur de philosophie de Simone Weil, comme quoi c'était très bien. Le deuxième axe, si j'ai encore 2 minutes. Allez, merci. Je vais y terminer. Le deuxième axe, c'est la démocratie semi-directe. Donc, c'est de modifier cette démocratie représentative dont que l'on doit en fait à l'abbé Saïès, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Le tiers d'État. Voilà, et qui nous dit en fait, dans une citation que je ne vais pas vous donner ici, mais qui dit en fait que la France, qui n'est pas un État démocratique et qui ne saurait pas l'être, ne peut être dirigée que par ses représentants et que le peuple, en aucune manière, ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Donc, dans cette citation, l'abbé Saïès nous dit très clairement que la démocratie représentative, en aucune manière, n'est une démocratie. C'est tout à fait clair. Alors, si nous voulons que la démocratie devienne autre chose, la fin de la particratie est essentielle parce que la particratie, et je ne vais pas revenir sur ce qu'Étienne a dit très bien, la particratie, c'est la manière dont notre démocratie représentative est autoritaire. Pour changer ce système, il faut recourir à 2 éléments. C'est d'une part le référendum d'initiative citoyenne et d'autre part le tirage au sort des mandataires. Ce tirage au sort, si vous voulez, on en parlera dans les questions-réponses, c'est extrêmement important. C'est un tirage qui a été beaucoup réfléchi dans l'histoire et qui est un tirage conditionnel qui permet d'apporter au niveau du pouvoir une large diversité sociale. Et cette diversité sociale peut être éclairée par une deuxième chambre, elle-même composée de spécialistes, en quelque sorte, des différents domaines de la vie politique qui peuvent aider cette diversité sociale à prendre des décisions. Lorsque ce système sera mis en place, la justice sera également indépendante parce que dans notre système, je vous rappelle que quand l'exécutif est nommé, et il est par les présidents des partis, nous sommes dans une particratie exceptionnelle en Belgique, le Premier ministre, que fait-il? Il nomme directement le ministre de la Justice, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'indépendance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc l'indépendance des 3 pouvoirs, ce qui est une base fondamentale de la démocratie, Montesquieu nous l'a bien expliqué, eh bien cette indépendance des pouvoirs n'est pas du tout respectée dans notre pays. Dans une démocratie semi-directe, la magistrature est évidemment représentée également par un tirage au sort totalement indépendante de l'exécutif. Voilà. Merci. Juste 2 mots. D'abord, je pense que nous qui défendons l'offre démocratique, nous devons absolument arrêter de dire démocratie représentative ou pire encore démocratie participative ou ce qui n'a pas de sens, démocratie indirecte, en faisant allusion à une forme de démocratie directe. Où on est en démocratie, où on n'est pas en démocratie. Il y a des termes qui ne sont pas divisibles. En tout cas, nous devons nous employer à ne pas mélanger ce qui n'est pas étymologiquement mélangeable. Et je rappelle que une des propositions que pourrait faire la démocratie que nous pourrions instituer, ça serait justement de considérer le pouvoir judiciaire comme le 3e pouvoir. Car en fait, quand on parlait de séparation ou de fractionnement des pouvoirs, on parlait surtout du fractionnement entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais le pouvoir judiciaire, ça n'a jamais été très clair. En tout cas, ça n'a jamais été exprimé comme vous l'avez fait brillamment, cher ami. Voilà. Alors, l'idée de séparation des pouvoirs est, bon, c'est présenté par les profs de droit constitutionnel dans tous les pays du monde comme l'alpha et l'oméga de la protection de la liberté et de la protection des représentés contre leurs représentants. Alors que quand on y réfléchit, c'est quand même un ersatz très insuffisant. Un petit peu comme si on acceptait d'être soumis à des mafias et on se contentait d'être protégé parce qu'il y a plusieurs bandes rivales et que leur lutte entre elles allait nous protéger. C'est vrai que c'est moins grave s'il y a des bandes rivales et qu'elles se détruisent mutuellement. Enfin, il y a quand même d'autres façons
d'établir un système de liberté et, à mon avis, une vraie démocratie, c'est-à-dire un système dans lequel la population décide elle-même de ses lois, nous protégerait bien mieux que le fait de séparer les pouvoirs. Sur la séparation des pouvoirs, je voudrais juste signaler aussi, peut-être comme une parenthèse, que les pouvoirs en place aujourd'hui présentent la séparation des pouvoirs comme le fait que chacun doit faire son travail de son côté et ne jamais être embêté par les autres. C'est-à-dire que aucun pouvoir ne devrait pouvoir aller mettre son nez dans les affaires des autres pouvoirs. C'est exactement le contraire, en fait. Hein. Dans l'idée de Montesquieu, il s'agit de trianguler les contrôles des pouvoirs et chaque pouvoir est indépendant des autres, séparé des autres pour pouvoir le surveiller, pour pouvoir l'inquiéter. Le pouvoir judiciaire devrait aller euh, mordre aux cuisses le pouvoir exécutif et l'empêcher de nuire. Donc, les représentants nous font croire que la séparation des pouvoirs, ça sert à ce que chacun travaille dans son coin sans être embêté. C'est pas du tout ça. Hein. Normalement, c'est un outil pour inquiéter, un outil de contrôle. Mais à mon avis, plus important que la séparation des pouvoirs, nous devrions nous fixer comme priorité d'instituer un pouvoir populaire qui serait supérieur à tous les pouvoirs. Aucun pouvoir ne serait hors de contrôle du pouvoir de la population. Si nous l'écrivions, on écrirait, j'ai là, bon, j'appelle ça un projet C0, c'est une constitution citoyenne zéro, parce qu'après avoir fait des ateliers constituants pendant 20 ans, et à chaque fois je reprends avec des débutants, donc je travaille toujours sur Est-ce que l'essentiel. tu peux juste rappeler ce que c'est qu'un atelier constituant? Un atelier, c'est pratique, on écrit, et constituant, on parle de constitution. Donc ça peut se faire tout seul. Je vous conseille de commencer tout seul parce que c'est le meilleur moyen de ne pas être interrompu et de ne pas être contredit. Et puis ensuite, quand vous aurez commencé, quand vous aurez progressé, vous allez avoir envie d'aller tester, comparer, discuter avec vos copains, vos cousins. Et, et ça va devenir à 2, à 3, à 4. Il n'y a pas besoin d'être 100. Hein. Au Zénith, on était 3000, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien être à 2 pour faire un atelier constituant aussi. Et en fait, je suggère que nous invitions la Constitution dans nos conversations, et ça fait de nous des adultes politiques. Quand vous réfléchissez à la Constitution, au lieu de réfléchir aux lois, vous devenez le souverain. Et ça, c'est une mutation intérieure qui fait de vous un adulte politique. Et la transformation a lieu quand vous écrivez. Quand vous barrez dans la Constitution qui dit les mandats impératifs sont nuls. Mandat impératif, ça veut dire que le mandat, c'est la consigne qu'on donne à un élu. Impératif, ça veut dire que c'est obligatoire. Et quand le mandat impératif est nul, ça veut dire que l'élu fait ce qu'il veut une fois qu'il est élu. Il ne peut pas être contraint à respecter ses promesses. Quand vous barrez, prenez un crayon, ce que les élus ne veulent pas que vous fassiez. Vous prenez un crayon, vous barrez l'article de la Constitution qui dit les mandats impératifs sont nuls et vous remplacez par, vous écrivez, les mandats sont tous impératifs. Vous hissez, en fait, ils sont grands parce que vous êtes à genoux. Vous vous relevez quand vous faites ça. Quand vous constituez, vous devenez un adulte au sens où vous devenez l'employeur de vos représentants. Et ce geste-là, je vous conseille, enfin, les ateliers constituants, c'est un entraînement à ça. Qu'est-ce que je disais avant? J'étais en train de dire autre chose. Excusez-moi, je profite de cette petite interruption pour dire que nous entrons, désolé, je suis un peu l'objet du contrôle. Oui. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Il faut que je fasse attention au temps. Mais bon, moi, de toute façon, je En tiens attendant, je dirais juste, 8 heures sur la il y a deux sens démocratie. en français du mot représentant, ça vaut le coup de le Oui, rappeler. tout à fait. Il y a le représentant d'un enfant, d'un orphelin ou d'un handicapé mental ou C'est un maître. quelqu'un qui n'est pas en mesure d'exercer ses propres droits juridiques. Et dans ce cas-là, son représentant, bah, c'est une sorte de tuteur. On pourrait Maître. même exagérer en disant c'est une sorte de maître. Et par contre, quand un magnat du pétrole envoie un représentant négocier un contrat, il a une mission très claire et s'il s'en écarte, ça va aller très très mal pour lui. Et ce représentant-là, c'est un serviteur. Et tout est sur l'ambiguïté de ce mot dans les représentants. Quand CIS en parle ou quand Francis en parle, le représentant, il n'a pas vraiment le même rôle. Hein. C'est les deux qu'on vient de dire. Tout à l'heure, Michel disait démocratie directe, c'est utopique à notre époque. Et il prenait une phrase de Jean-Jacques Rousseau qui disait que la démocratie est utilisable par un peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons parfaits pour vivre en démocratie.
Je connais cette phrase de Rousseau, bien sûr, j'adore Rousseau. Je vous conseille de lire Rousseau, Le contrat social. Et en fait, je crois que c'est le 4e tome de la Pléiade qui concentre vraiment l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur Rousseau. C'est passionnant. Mais là, je pense qu'il se plante, il se trompe. Voilà. Nous n'avons pas besoin d'être des dieux pour prendre en main notre destin. Euh, je pense que si je vois depuis 20 ans dans les ateliers constituants, nous instituons une vraie démocratie et je pense que ça marcherait très bien. Bien sûr, nous allons nous tromper. Quand nous allons décider, tous les êtres vivants qui décident, même les végétaux, quand un arbre décide de pousser une branche et il y a un mur, mince, il s'est trompé, ben, il corrige. Tous les êtres vivants qui décident se trompent. Il faut dédiaboliser l'erreur. Nous allons nous tromper. C'est pas pour ça qu'il faut renoncer à décider. Les élus se trompent tout le temps. Il n'y a pas de spécificité à ce que la population se trompe. Donc, démocratie directe, c'est tout à fait possible. Et quand je vois cet article du Code pénal, et nous avons les mêmes lois scélérates qui sont en train d'être prises en ce moment, c'est terrible, ça va à une vitesse folle en ce moment. Hein. La bascule totalitaire qui a commencé avec la Covid est en train de s'accélérer. Les lois de censure et d'enfermement des opposants sont en train de se mettre en place. Donc, je voudrais souligner le fait que j'appelle ça l'autonomisation des exécutifs. Le pouvoir exécutif est le plus dangereux, c'est celui qui contrôle les forces armées. Ce processus d'autonomisation par lequel les pouvoirs exécutifs s'affranchissent de tout contrôle. C'est précisément ce que devrait empêcher la Constitution. Une Constitution, ça sert à empêcher ça. Une Constitution qui fait pas ça, qui n'empêche pas ça, c'est un fake. C'est une fausse Constitution. Quand on laisse écrire les constitutions par les représentants, on a ça. La seule façon d'avoir une constitution, c'est de l'écrire nous-mêmes, vraiment. C'est très bien, mais une nouvelle constitution, vous ne l'aurez pas. Pour 2 raisons. C'est qu'il faut une législature constituante et que nous ne sommes pas une législature constituante là, en 2024, et qu'il n'a pas été mis à l'objectif de cette législature de réviser la Constitution sur le plan de la représentation citoyenne. On n'a pas besoin d'eux. On va le faire sans eux. Oui, mais alors là, il faudrait une révolution. Oui, mais absolument. Mais une révolution, oui, mais... Oui, sauf que c'est pas vrai. Moi, j'essaye de faire la révolution avec 42 000 médecins qui sont en principe des bac plus 13 et ils sont tous le cul dans leur fauteuil, collés, terrorisés. Alors, je veux bien faire la révolution, mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Et il n'y a personne derrière moi. Donc, je vous promets que vous n'aurez pas cette constitution. Et je vais vous dire plus. Si nous la voulons, nous devons commencer, comme l'a dit quand même quelqu'un, envoyer un cheval de Troie. Mais qu'est-ce qu'il doit faire, ce cheval de Troie? Il doit d'abord faire respecter la Constitution qui existe. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Constitution qui existe? Elle dit que les élus ne sont pas les représentants de leurs électeurs, mais de la nation tout entière. Ils n'ont donc absolument pas à obéir à leur président de parti. Alors pourquoi a-t-on autorisé des présidents de parti à les sanctionner s'ils ne votaient pas dans la ligne du parti? Moi, si je suis député, la première chose que je fais, c'est déposer une loi qui sanctionne le président de parti qui a le culot de punir un député qui n'a pas voté dans la ligne du parti. Et cette sanction, ça doit être la perte de ses subventions. Quand on aura libéré les députés qui votent comme des putes, comme leur président leur a dit, on pourra déjà espérer obtenir quelque chose. Quant au référendum d'initiative citoyenne, vous ne l'aurez pas davantage, il faut aussi une révolution ou une révision de la Constitution. Mais je vous signale quand même à toutes fins utiles pour vous montrer à quel point le peuple n'est pas prêt de se battre. Nous avons la consultation populaire depuis 1917. On l'a utilisée combien de fois, la consultation populaire? Qui sait? Une fois. Pour la question royale. Et le peuple est parvenu à le faire abdiquer. Pourquoi ne s'est-on pas servi de cette consultation populaire depuis 1950? Alain, qui a l'initiative en Belgique de cette consultation populaire? Qui a l'initiative? Alors, c'est très simple. Ou un député, ou 10% d'une population. Oui. Vous avez un RIC? Non, parce qu'il y a une différence entre le référendum et la consultation populaire. C'est l'article 49 bis. La consultation populaire n'est pas contraignante. C'est indicative. C'est un avis. Mais n'empêche qu'avec cet avis, on a fait abdiquer un roi. Donc, il est quand même extrêmement curieux
que nous disposions de ce système et qu'on ne l'ait pas C'est utilisé. vraiment curieux, effectivement, que les Belges n'aient jamais utilisé. Alors, Les 10% des Belges, vous êtes 11 millions, ça fait 1 million, oui, mais un gros million de personnes pour le déclencher mieux, le c'est d'avoir ces représentants au Parlement. plus facile qu'un. C'est beaucoup plus facile et qui soulève lui-même la Ils le font proposition. jamais. Ils ne le font jamais. Et comme ils le font jamais, vous devriez le faire. Pourquoi Oui, vous le oui, faites mais pas moi, je ne suis entré en politique, je suis encore très jeune. Je suis entré en politique il y a 1 mois et demi, hein, donc laisse-moi un peu le temps de respirer. Mais autre chose, et je voudrais dire, depuis entre 1954 et 2017, nous avons eu 52 propositions ou projets de loi. Donc, propositions, ce sont les députés qui la déposent. Projet de loi, c'est le gouvernement. 52 propositions de RIC qui ont toutes échoué. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que si maintenant on fait un RIC fédéral, donc national, qui va sauter dessus? Les séparatistes flamands, pour diviser le pays. Et donc, il est évident que tant qu'ils n'ont pas la majorité parlementaire, ce RIC fédéral ne passera pas. Parce qu'il y aura un blocage pour des raisons institutionnelles, évidemment. Quant au RIC communal ou provincial, ça a beaucoup moins d'intérêt, évidemment. Mais donc, on a quand même il faut voir clair. Il faut voir que ce que nous avons à modifier, c'est d'abord d'arracher les petites briques au pied du mur, si nous voulons faire bouger quelque chose. Parce qu'évidemment que je suis favorable je voterai tout de suite pour son parti, mais je suis certain que malgré toute sa bonne volonté, Francis Lalanne ne va pas soulever toutes les petites Françaises qui votent pour Macron parce qu'il a une bonne tronche. Ben oui, il y a quand même de ça aussi dans... Je vais me raser la barbe. Non, c'est très bien comme ça. Ah bon? Est-ce que je peux dire un mot? Allez, Ju- il paraît que très pour moi, j'ai rapidement. 6 minutes Alors, qui vas-y, me vas-y. restent, voilà. Non, mais- J'ai 6 minutes, on va chanter peut-être pendant 6 minutes. Hein. Ah, tu avais dit 6, hein? Ah, déjà, là, il y a... Non, je rigole. Mais donc, tout à fait. Mais oui, il y a les grands principes démocratiques et je crois qu'Étienne, c'est tout à ton honneur d'avoir montré effectivement comment la Constitution devrait être différente. La réalité, en Belgique, c'est une vaste comédie et je pense en France aussi. Dans la Constitution, vous avez le droit à un logement, le droit digne, hein, le droit à un travail humain et correspondant à vos valeurs, le droit à l'information, c'est pourquoi on se bat avec Transparentia, c'est-à-dire le droit de demander des comptes, de demander au ministre de la Santé, bonjour, je voudrais voir vos emails avec les firmes pharmaceutiques. C'est dans la Constitution belge, hein, et notre association Transparentia s'est battue pour ça et on était au Parlement, à la Chambre, mais c'est dans la Constitution. Mais c'est pas pour ça que c'est respecté. Et donc la question ici en Belgique pour les activistes, c'est plus, bien sûr que ce système est une immense comédie. Non, le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant. Non, il n'y a pas de pouvoir législatif réel au Parlement. C'est le gouvernement et les cabinets ministériels. Mais comment nous, en tant que citoyens, on peut avoir un impact pour améliorer notre quotidien, pour s'occuper de ce qui se passe dans notre quartier? Et ça, c'est tout à fait différent. Donc, en Belgique, on a la chance d'avoir une très très belle constitution à plein de points de vue. Maintenant, ici, ce qui se passe pour les Belges qui sont forcés d'aller voter dans 3 mois, c'est pas vraiment de savoir comment on va réformer le système, c'est plutôt savoir comment on va le faire exploser. Et ça, c'est la réelle question, parce que on ne peut pas réformer un tel système. Ce n'est pas un système qui est réformable. Toutes les brèches qui existent ont été bouchées, à part ce petit jeu de se transformer en flamand à la maison communale. Voilà, et on va l'utiliser. Mais personnellement, en tant qu'activiste, je n'ai pas eu besoin de loi dans mon quartier pour forcer un ministre à rénover tout un quartier de logement social qui était en état insalubre. Ça se fait aussi avec des actions au quotidien. Là. Changer, je n'ai pas besoin que la Constitution change pour contraindre un ministre avec d'autres moyens. Donc, par exemple, on avait avec les Gilets jaunes à l'époque, on avait réussi à encercler le Parlement wallon, là où ils ont fait le fameux tunnel, et on a empêché les députés de sortir tant qu'ils ne votaient pas la loi qu'on leur demandait de voter en termes pour la transparence. Et ça a fonctionné. On n'a pas changé la Constitution, mais ça a fonctionné. Et ils ont très peur de ces actions directes. Donc je dirais, c'est surtout la peur d'un système. Dire ils sont forts, ils dominent tout, il y a des lobbies. Non. Ici en Belgique, c'est juste une bande de clowns, essentiellement. Je veux dire, vous savez, la plupart des politiciens, dont notre Premier ministre, est juste le fils d'un ancien Premier ministre ou ministre, on a essentiellement des bandes de clowns. Et donc, ce système en Belgique n'est pas très difficile à faire exploser. Ce qu'il y a, c'est que vous le paralysez avec, en vous transformant en flamand, par exemple, mais le but, c'est que vous repreniez votre envie d'agir au quotidien et de ne pas être anesthésié par cette résignation. Donc,
c'est faire croire ou toujours penser que des forces occultes ou très puissantes nous oppressent. C'est vrai, elles existent, mais ce ne sont pas des politiciens belges. Parce que pour en avoir vu beaucoup, j'ai encore été manger au restaurant avec un ministre flamand il y a une semaine, bien sûr que ce n'est pas très glorieux, hein. Il n'y a pas de quoi en avoir peur. Donc essentiellement, ils avaient tellement peur de s'effondrer. C'est le CDNV, l'ancien CVP, qui est le premier parti de Belgique, hein, qui a dirigé la Belgique. Eh bien, le ministre CVP m'a demandé d'aller au restaurant avec lui pour faire une alliance électorale. Mais s'ils en sont si bas pour aller prendre un comique comme moi pour manger au restaurant, c'est que vraiment un petit coup de pied les fera tomber. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. Ce que vient de dire Claude m'inspire un conseil très important. Vous allez devenir constituant, vous allez vous y mettre, vous allez voir, c'est délicieux. Mais il faut que vous pensiez à quelque chose qui n'existe pas dans les constitutions, c'est des organes qui mettent en œuvre les principes que vous allez écrire. Si vous prévoyez les droits de l'homme, par exemple, sont écrits, mais il n'y a pas d'organes chargés de les faire appliquer. Donc, ils sont piétinés tous les jours, tout le temps. Donc, vous allez être constituant, vous allez prévoir le droit au logement, vous allez prévoir un droit A, un droit B, et vous allez prévoir aussi un pouvoir populaire chargé de les faire respecter. Ce pouvoir populaire, il va le plus souvent prendre la forme de chambres de contrôle de citoyens tirés au sort. Chambre de contrôle des juges, chambre de contrôle de la monnaie, chambre de contrôle des journalistes, chambre de contrôle de l'exécutif, chambre de contrôle des parlementaires, etc. Chambre de contrôle de tous les pouvoirs. Chaque pouvoir va avoir peur de quelque chose. Il est très important que les pouvoirs aient peur, et c'est vous qui allez l'établir. Vous êtes les seuls à pouvoir l'établir. Et jamais les élus n'écriront ça. Vous êtes les seuls à pouvoir l'établir. Et les chambres de contrôle, il faut que vous écriviez dans la Constitution qu'elles vont avoir un budget qui est indépendant de l'exécutif. Les chambres de contrôle ne doivent pas avoir à mendier l'argent dont elles vont avoir besoin. Il faut que le financement soit automatique parce qu'il est constitutionnel. Et donc, les chambres de contrôle, il faut qu'elles aient un budget, il faut qu'elles aient les moyens d'enquêter, d'investiguer et l'autorité de punir les pouvoirs qui auront abusé. Et c'est à vous de les instituer. Vous êtes les seuls à pouvoir. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du monde. Mais c'est parce que vous êtes restés, et nos parents sont restés endormis pour l'instant. La force des réseaux sociaux, pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment dans la table ronde d'avant, c'est que nous avons le moyen, le porte-voix, le petit porte-voix par rapport à TF1, c'est un petit porte-voix, mais nous avons les porte-voix qui nous permettent de mener l'éducation populaire qui permet de préparer cette révolte politique qui va avoir lieu. Et quand tu dis le système est réformable et pas réformable, il va falloir tout faire péter, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, si vous le faites trop tôt, si vous n'êtes pas préparé avant, si ça pétait aujourd'hui, vous accepteriez d'élire l'Assemblée constituante. Et si vous acceptez d'élire l'Assemblée constituante, c'est mort, c'est foutu, on a discuté pour rien, on s'est réunis pour rien. En Tunisie, ils ont élu l'Assemblée constituante et quelques jours après avoir été élue, l'Assemblée constituante s'est mise à huis clos, elle s'est triplé ses salaires et elle a commencé à recevoir en secret des banquiers. Elle s'était engagée à ne pas recevoir au départ. Ça va. Donc, il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Si le jour où ça va péter, je ne sais pas quel va être le prétexte à partir duquel ça va péter, je m'en fiche, je n'ai pas besoin de savoir quand ça va péter et pourquoi ça. Je sais que ça va péter, mais nous ne nous émanciperons que si nous refusons massivement d'élire l'Assemblée constituante. Si nous devons exiger d'écrire nous-mêmes, commune par commune, immeuble par immeuble. Nous devons écrire, nous devons exiger, mais c'est une transformation intime, ça. Nous devons, et c'est les ateliers constituants qui le permettent, nous devons exiger de devenir co-constituants. Sinon, on va retomber dans la même impuissance politique. L'emmerde, c'est que je serai mort. Quand on y sera, je serai mort, malheureusement. Est-ce que je pourrais poser une dernière question? C'est la question pourquoi nous ne nous mettrons pas tous ensemble? Oui, justement, on va J'aimerais bien. Dernière intervention.
voudrais bien faire une toute petite remarque, 2 points de précision avec, ce que dit Étienne, et qui, me semble-t-il, est important dans le débat qu'on a depuis longtemps dans les milieux citoyens. La question, c'est: est-ce qu'on peut finalement travailler dans une horizontalité parfaite ou pas? Et je t'ai dit, avant cette réunion que je ne croyais pas et que j'étais d'accord avec Rousseau. Je sais bien que tu es pas d'accord avec lui, mais moi je ne suis pas d'accord avec le fait que tu ne sois pas d'accord avec lui. Parce que, pour une raison simple, c'est que ce problème avait été débattu déjà avant par Hobbes finalement, enfin pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que quand tu dis qu'il faut des chambres de surveillance, ben, c'est déjà une structure et c'est une structure qui n'est plus horizontale, qui est au-dessus de l'horizontalité et qui sert à surveiller. Donc tu n'es plus dans un système qui est horizontal. Non, non, mais attends, laisse-moi terminer. La deuxième chose, c'est que quand on parle d'indépendance des pouvoirs, eh bien, quand tu déplores effectivement, et à juste titre, que l'exécutif s'autonomise, c'est précisément parce qu'il doit être contrôlé, on est bien d'accord, par un pouvoir judiciaire qui est totalement indépendant et qui lui-même est contrôlé également. Et donc, le contrôle, enfin, le contrôle obligatoire et systématique des 3 pouvoirs est la règle de la démocratie. Et c'est évidemment le principe de Montesquieu et cette indépendance des pouvoirs, elle est assurée par la diversité sociale qui elle-même résulte d'un tirage au sort dans une démocratie semi-directe. OK? Alors le point, suivant, c'est que si tu as un système qui est une horizontalité parfaite, tu en arrives au système que Hobbes a lui-même décrit dans le Léviathan, c'est-à-dire une structure où tous les gens, en fait, sont sur un plan où ils essayent tout simplement d'avoir ce que le voisin a et c'est ce qu'il décrivait comme étant un état de guerre permanent et ça a été à la base de ce qu'on a, écrit, de ce qu'il a décrit et qui est devenu, un grand classique et qui est l'établissement d'un contrat social, quel qu'il soit. Et le contrat social à l'époque avait simplement pour but que le souverain non pas incarne un pouvoir, mais simplement fasse en sorte que l'état de guerre cesse afin que la paix règne. Donc le fait qu'il y ait un pouvoir, comme le dit d'ailleurs Alain, que j'avais cité tout à l'heure, n'est pas un problème. Le problème, c'est de contrôler le pouvoir. Donc l'horizontalité en soi n'est pas un but. Le but, c'est que la démocratie soit appliquée avec des moyens de contrôle qui soient systématiques. C'était la première précision que je voulais apporter. La seconde précision concerne les personnes qui ont parlé de la difficulté de changer la Constitution. Bien évidemment que lorsqu'on veut changer un paradigme, ce qu'on veut faire chez RMC, c'est pas dans 6 mois qu'on va le faire et c'est probablement pas dans 4 ans non plus. Ce qu'on fait, c'est semer tout doucement des graines qui vont maturer et les idées qu'on sème maintenant, eh bien, elles vont être prises plus tard et j'espère qu'elles vont faire des émules et c'est comme ça qu'on va tout doucement avancer. Et j'ai vraiment de l'espoir justement pour qu'un jour on puisse rassembler tout le monde pour une raison très simple, c'est que comme Alexandre l'a dit à la présentation, on va tout à fait dans le mur et que quand les gens vont dans le mur, et à un moment donné, ils s'en rendent compte ou ils s'arrêtent et ils se disent qu'il faut préparer autre chose. Et dans ce cas-là, eh bien, je crois qu'ils vont regarder les solutions que tous ici, autour de la table, on a essayé d'évoquer au mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Un grand merci. Les populations du monde ont besoin qu'une offre démocratique leur soit proposée. Pour l'instant, les politiciens ont pris l'habitude, même quand ils sont vertueux, bien intentionnés, ont pris l'habitude de tout décider à notre place et sont littéralement incapables de nous laisser de la place. Même les candidats qui se disent démocrates ont du mal, en fait. Donc, en fait, il faut quand on leur parle, on leur montre qu'on est exigeant et que s'il est question de nous laisser décider, il ne faut pas que dans leur programme électoral, ils aient déjà pris les décisions à l'avance. Il faudrait que le programme des partis démocratiques soit uniquement constituant, c'est-à-dire changer la façon de décider
pour qu'on ne nous réduise plus au rang dégradant d'électeurs et qu'on nous permette enfin de devenir des citoyens, c'est-à-dire des co-législateurs. Il y a une autre aspiration populaire que je sens partout, en France en tout cas, et je pense aussi en Belgique, c'est les gens demandent à ce que les partis amis du peuple fraternisent, s'unissent au lieu de se disputer. Oh. Et il me semble que tout le monde, les gens qui souhaitent ça et les gens qui sont dans les partis, devraient réaliser, comprendre que les partis politiques sont des machines de guerre. Ce sont des machines qui sont faites, qui sont conçues pour gagner, vaincre, écraser les autres, prendre tout le pouvoir, et que dans l'élection, il n'y en a qu'un qui gagne, et puis tous les autres qui perdent. Et que, donc il y a, pour chaque parti, presque indépendamment de leurs membres, une volonté de survie du parti qui l'empêche de fusionner avec les autres, qui l'empêche de fraterniser, de devenir, qui empêche les partis de devenir un seul parti qui serait plus fort. Et je voudrais suggérer cette façon de se rapprocher qui respecte les identités de chacun, qui est la fédération. Un mouvement d'union, d'organisation aussi différente et guerroyante que les partis pourrait être une fédération démocratique. Plus précisément, pour insister sur le fait que on ne veut pas qu'il y ait du législatif dans le programme, on pourrait appeler ça une fédération du processus démocratique. Peut-être même du processus constituant démocratique, pour insister sur le fait que c'est pas législatif. Tant que les partis et les partisans, les membres des partis, les militants, tant que les humains ont en termes législatifs, on va se disputer. Ça va être la zizanie. Il n'y a pas d'union possible. Parce que dans la société, il y a des tas de conflits. Sur toutes les lois, il va y avoir des pour et des contre, sans arrêt, partout. Donc, si on veut faire une union démocratique, il faut vraiment achever en son fort intérieur la mutation qui fait que de électeurs, on devienne citoyen, c'est-à-dire législateur. Un citoyen, il vote lui-même les lois auxquelles il consent à obéir. C'est un adulte politique. Alors qu'un électeur, c'est un enfant politique qui ne décide de rien. Donc, les partis qui se disent, et les chefs, je pense aux chefs de parti aussi, parce que, en fait, je suis pas sûr que ce soit possible d'arriver à une union des partis qui ont des chefs. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression que une fois qu'on est chef, on se transforme très vite, en fait. Et ça doit être bon comme une drogue. Et on n'a plus envie de le perdre. Et les institutions démocratiques consistent précisément à retirer le pouvoir souvent à ceux qui l'ont de façon à ce qu'ils ne s'accoutument pas. Et la seule procédure qui nous garantit ce turnover, cette rotation des charges, c'est le tirage au sort. L'élection, elle conduit à la non-rotation des charges, elle conduit à la professionnalisation de la politique.
les conditions qui ont conduit un homme au pouvoir, ou une femme, peu importe, hein, qui ont conduit quelqu'un au pouvoir, elles vont se reproduire et elles vont porter le même au pouvoir. Peut-être pas forcément le coup d'après, mais le coup d'après. Les élections entraînent avec elles la professionnalisation de la politique, l'incitation au mensonge, le, le- la victoire du menteur. Le meilleur menteur va gagner avec l'élection. L'élection, elle porte en elle l'infantilisation des électeurs. L'élection, elle nous humilie, elle nous, elle nous, elle nous réduit au rang d'incapables de décider quoi que ce soit. Nous allons juste désigner celui qui va tout décider à notre place. Nous allons désigner notre tuteur. L'élection, elle nous déresponsabilise, elle nous désapprend à faire de la politique, elle nous désincite à faire de la politique et elle nous désapprend. Nous ne sommes plus capables. Nous avons perdu l'habitude. Or, tous les militants et les chefs de parti vivent dans ce moule, dans ce carcan, depuis toujours. Et ceux qui se piquent de démocratie, ceux qui se mettent en tête de devenir un démocrate, en fait, mettent du temps à sortir de ces habitudes. Et les électeurs aussi mettent du temps à se déprendre de cette habitude de désigner celui qui va tout décider et puis c'est lui qui va être responsable. En fait, c'est confortable de désigner un représentant qui va tout décider et puis qui va normalement être responsable de ce qu'il a fait. Moi, je ne suis plus responsable de rien, c'est plus confortable. Et donc, quand on devient démocrate, il faut qu'on s'habitue à l'idée qu'on va décider et qu'on va assumer la responsabilité de ce qu'on a décidé. Bon. Il me semble que l'idée de fédération des partis démocratiques, fédération pour un processus constituant populaire, ça permettrait aux différents jeunes partis qui essayent d'être le plus démocratique possible de se rassembler sans perdre leur identité, donc sans violenter l'ego de leur chef. Donc leur chef pourrait accepter, si c'est dans une fédération, de travailler ensemble sans perdre leur âme. Alors, je voudrais dire un mot de ce que j'ai noté dans les tables aujourd'hui, dans la table ronde agriculture. Et c'est intéressant, il y a des tas de gens il y avait des idées d'évolution et d'émancipation, de reconquête de la souveraineté alimentaire que nous avons perdue par le libre-échange, alors que nous étions un des premiers exportateurs agricoles du monde. Hein. Nous sommes devenus dépendants alimentaires. Mais je trouve que dans nos analyses, on n'arrive pas à faire le lien entre ce qui nous arrive, les conséquences terribles. Hein, je vois il était parlé, on parlait, il était évoqué le fait que les PME agricoles étaient agressées par les multinationales, agressées à mort hein, depuis des décennies, que fallait rien attendre de l'UE, qui était un énorme paquebot avec un tout petit gouvernail, j'avais entendu, et qui pousse à l'agrandissement des fermes au profit des multinationales. Tout ça est vrai, mais c'est comme si on oubliait de chercher la cause. Qu'est-ce qui donne ce pouvoir aux multinationales? Qu'est-ce qui fait que les multinationales peuvent obtenir des décisions politiques qui poussent à l'intérêt des multinationales? C'est l'élection. Les multinationales font élire les élus pour servir leurs intérêts et ça fonctionne. Les élus ensuite servent leurs intérêts au détriment et ça va mal se passer pour les petits agriculteurs jusqu'au bout. Hein. Et on s'en sortira pas sans remettre en cause l'élection. Je pense que nous devrions tous, chacun, faire le procès de l'élection. Il n'y a plus de petits bouquins blancs, mais vous trouvez ça sur le net, hein, sur mon site, vous trouvez le procès de l'élection. Vous allez sur choix.org, dans les dossiers, vous trouvez procès de l'élection. Donc c'est un PDF que vous pouvez imprimer. Il y a 20 pages de procès de l'élection avec 10 vices majeurs.
des vices du côté des gouvernés, et puis des vices du côté des gouvernants. Par exemple, l'élection donne toujours le pouvoir aux plus riches. Pourquoi? Parce que le riche, il a les moyens d'aider, et celui qui aide plus que les autres, ses candidats, en les faisant passer à la télé, en les faisant passer dans les journaux, comme Macron a été élu, hein, il a été élu par les journaux, quoi, hein. Celui qui a le plus de moyens d'aider gagne, et ça marche comme ça depuis 200 ans. Alors c'est un vice majeur, ça. Alors que le tirage au sort, non. Le tirage au sort permet pas de faire gagner, permet pas aux riches d'accéder au pouvoir politique. À Athènes, pendant 200 ans, ils ont tiré au sort. Pendant 200 ans, c'était les pauvres, enfin les 99%, c'est-à-dire tout le monde, quoi, hein, qui dirigeait. Il y avait des riches qui avaient leur richesse économique. Il y avait la population, donc, qui n'était pas riche, qui gouvernait, qui avait le pouvoir politique. Et il n'y avait pas de courroie de transmission. Le tirage au sort interdisait aux riches d'accéder, aux riches économiques, d'accéder à la richesse politique. Ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, pendant les révolutions bourgeoises, 17e en Angleterre, puis 18e dans la France, les États-Unis, etc. Ce qui s'est passé, c'est que la mise en place de l'élection parmi des candidats qu'il est permis d'aider. On peut aider les candidats à gagner, ce qui donne le moyen aux riches d'aider plus que les autres et de gagner, de mettre au pouvoir leur créature. L'élection a synchronisé le pouvoir économique et le pouvoir politique, et ça donnait le pouvoir, ça donnait le capitalisme, ça donnait le pouvoir des marchands. Les marchands, c'est ceux qui sont les plus riches, en fait. Et même les plus riches des plus riches, c'est les marchands d'argent, c'est les banquiers. Et on ne se sortira pas de ce pétrin sans faire le procès de l'élection. Pour l'instant, nous adorons, et dans les partis aussi, hein, nous adorons la procédure même de notre infantilisation, de notre humiliation. Voilà, donc il me semble que dans la fédération, il faudra que soient respectés les principes que j'avais récapitulés dans ce document-là. Il faut pas permettre aux représentants, aux porte-parole de garder le pouvoir, il faut pas qu'il y ait de ligne politique, il faut pas se comporter comme une machine de guerre. Bon, on n'est pas parti ce soir comme on avait prévu. On aurait pu discuter de ça. Ça peut faire l'objet d'une autre rencontre, d'une autre discussion. Je vous conseille d'y réfléchir. Ce sont comme les grandes lignes d'un parti démocratique. Il devrait respecter, je pense, ces grandes lignes. Et il reste à écrire des statuts. Ça, c'est le cahier des charges. Et il faudrait transformer ça en articles de statut. Parce que, en fait, les statuts d'une association, c'est sa constitution. Les statuts, c'est la constitution. Et dans les associations de loi de 1901, le bureau ne peut pas toucher, bien sûr, les statuts. Jamais de la vie, c'est interdit par la loi. Le bureau ne peut pas toucher. Donc et dans la société, ça se traduirait par les élus, les ministres, les présidents ne peuvent pas toucher la Constitution. Eh ben non. Mais parce qu'ils le font. Ils modifient eux-mêmes la Constitution. Comme si le bureau d'une association modifiait les statuts, alors que normalement, c'est l'Assemblée des sociétaires qui modifie les statuts des associations. Bref. Je me tais pour vous laisser poser des questions. Parce que moi, je peux tenir 8 heures sur la démocratie, donc je vais noter vos questions. Si vous pouvez me dire votre prénom en même temps. Catherine, on a discuté un tout petit peu là tout à l'heure assis à table. Donc moi, ce qui m'intrigue, c'est que est-ce que le tirage au sort, je suis totalement d'accord. Je suis très ignorante en beaucoup de choses et je ne sais pas si dans la démocratie athénienne, c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais d'après ce que j'ai compris, oui. Mais imaginons, est-ce qu'on pourrait changer le nom et ne plus appeler ça démocratie et à partir du tirage au sort et du fait que c'est la constitution de chaque pays qui est la chose la plus essentielle à respecter, est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre nom que le mot démocratie? On pourrait appeler pays constitutionnel ou je ne sais pas. En fait, on pourrait créer quelque chose de nouveau. Et ma deuxième question, c'est que est-ce qu'on pourrait peut-être proposer aux partis un seul programme, unique programme, c'est qu'une fois qu'ils sont dans les capacités de changer les choses, de dire je m'engage à instaurer le tirage au sort pour les prochaines fois. Ce soit le seul programme. Sauf que
Une fois qu'on touche au pouvoir, comme vous l'avez dit, ça devient compliqué. En fait, on va revoir le truc. Il reste 20 minutes. Ce serait très, très, très chouette que Giovanni, Michel Bureau, Francis interviennent aussi parce que il y a un enjeu ce soir, c'est de trouver des lignes de convergence. Et on n'a pas 1 heure et demie devant nous. Donc, moi, je propose à tous ceux qui veulent poser une question de faire une question de 10 à 15 secondes. On les prend toutes maintenant. Étienne essaye de répondre et après, on part sur cette idée d'union, de discuter entre les autres parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Désolé. Très vite, hein, 20 secondes. Alors Nicolas, est-ce que ce serait pas mieux plutôt de voter pour des projets de société que pour des gens et que ce soit des gens payés par l'État qui ne font que mettre en place ce qui a été voté par le peuple? Ah oui, bien sûr. Merci. La démocratie, c'est des citoyens qui votent des lois. Alors que élire, tu dis voter pour les gens, c'est pas voter, quoi, c'est élire. Élire des gens, ça s'appelle la République, et c'est penser, comme disait notre prof de droit tout à l'heure, et comme disait Michel, le régime dans lequel on vit a été pensé explicitement, il le disait, c'est pas du tout secret, comme une antidémocratie. Mais sur le tirage au sort, faites attention, le tirage au sort suffit pas pour la démocratie, hein. En fait, l'idée, c'était de prendre toutes les questions d'un seul coup, parce que là, on a un gros quart d'heure devant nous, pas plus. Et il faudrait qu'il y ait un échange sur cette idée de convergence. Donc, 10, 15 secondes par tête et on va vite. C'est parti. Alors, on n'a jamais eu autant d'enjeux aussi importants que maintenant. Il s'agit de tous nos droits. Jean-Marie Soyer, pardon. On n'a jamais eu des enjeux aussi importants et des échéances aussi courtes. Toute situation est le résultat d'un rapport de force. Comment est-ce qu'on peut concrètement changer le rapport de force par notre communication, en les décrédibilisant, etc., pour arriver à empêcher le passage du traité OMS, du push de l'Europe sur ses États, etc. Merci. Lionel Max, pour moi, je pense souvent qu'on utilise les mots alors qu'en fait, c'est les mots qui nous utilisent. Et on n'a pas pris le temps de définir les mots. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent et en t'écoutant, ils comprennent certaines définitions des mots, d'où on n'a pas envie de démocratie, mais d'un autre mot. C'est justement parce qu'on ne prend pas le temps de définir les mots. Et je pense qu'on devrait toute une journée sur ça, sur définir chaque mot pour arrêter que les mots nous utilisent. Bonjour Étienne. Moi, quand j'entends un peu tout ça, je vois que tout tourne autour de cette conception du pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Et cette force, tant que le pouvoir interne n'est pas développé, il est compliqué de déléguer à quelqu'un qui aurait le pouvoir, parce que le pouvoir finalement représente le père. Et donc, ou la mère, et tant qu'un être humain n'est pas père ou mère lui-même, eh ben, il est constamment soumis. Bien, au vu de l'état de totalitarisme auquel on est confronté aujourd'hui, au vu de ce que j'ai vu et de ce que j'entends avec la présentation de plusieurs listes électorales, je m'appelle Guy. Est-ce que l'urgence n'est pas de fonder un mouvement de résistance sur la base du Conseil national de la résistance à adapter ici, même si on utilise le temps électoral à faire des actions du type, je veux dire justement, des ateliers constituants. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que la dictature, je veux dire, c'est chaque semaine qu'il y a un truc coercitif en plus. Et donc, vraiment, je ne vois pas l'intérêt, je veux dire, à faire autre chose que de résister aujourd'hui. Bonsoir Raphaël. Par rapport à votre constat, il est toujours le même. C'est-à-dire que vous proposez des assemblées constituantes, vous proposez que chacun écrive sa constitution, mais par contre, au niveau de la souveraineté, on a un gros souci. Parce que personne ne veut aller dans la rue pour faire la révolution, parce qu'on nous a appris effectivement à rester bien sage, et ce qui est tout à fait compréhensible. Certains partis, bon, maintenant, il faut quand même arriver à la conclusion, c'est qu'il y a une confusion entre constitution et souveraineté. Nous sommes tous des êtres humains avec un droit naturel supérieur aux lois, et moi j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé non plus, comme tous, chacun d'entre nous ici, oui, les empreintes, parce que
le problème, c'est que nous sommes souverains et que nous sommes asservis par la monnaie. Et vous ne parlez jamais de ça. Non, non, non. Dans les faits, nous sommes soumis tous, effectivement, à la monnaie. Et la deuxième chose, c'est que chacun d'entre nous, lorsqu'on doit avoir une carte d'identité, on donne ses empreintes maintenant. La question, c'est, il ne faut pas seulement s'intéresser à la partie théorique de la Constitution, mais chaque action que nous faisons dans un État, eh bien, il faut absolument retrouver notre souveraineté et, par exemple, en n'acceptant pas des principes comme mettre ses empreintes, la puce et des photos de d'identité. Voilà. Voilà. Bon, moi, j'espère que ça va se tasser. Oui, voilà, parce que bon, pour moi, c'est l'idée de la fédération démocratique que je pourrais aussi appeler fédération isocratique. Employer un autre mot, c'est que bon, en Belgique, par exemple, francophone, il y a 3 formations différentes qui sont sur le terrain. Bon, c'est pas, non, mais je veux dire, il y a la question aussi de dire quelque chose, on est dans débat, pas de questions tout le temps, et bon, de savoir comment les gens se positionnent avec ça. Il y a 3 formations politiques différentes qui peuvent pas se mettre ensemble parce que la première, il y a un problème d'organisation. Le problème majeur, c'est d'organisation interne. La deuxième, pardon, je finis. La deuxième, c'est la question de s'accrocher à certaines positions envers et contre tout. Et la troisième, moi, où je suis, c'est la question disons, d'être un peu kairophobe. Voilà, je dirais kairophobe, comme ça, voilà, comme ça c'est clair. Bon, ça peut pas aller ensemble. Je voudrais juste vous donner une question en partant de ce que j'ai entendu à la machine à café. Donc déjà, merci beaucoup parce qu'on a tous fait le déplacement. Si, en fait, on a parlé toute la journée de démocratie et le peuple n'a pas encore parlé une seule fois, mais on fait ça en soutien. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire une autre fois pour avoir une autre formule? Parce que ici, moi, je vois 400 experts. Et je pourrais, par exemple, vous passer la parole à Eugène, qui est tout à fait capable d'être à la place des experts qui sont là. Moi, j'avais une question qui était, en fait, donc, il n'y a pas de programme d'accord, mais on est quand même face à un système qui est extrêmement puissant, extrêmement organisé, et donc qui utilise tout le système politique actuel à son service. Et donc, la question est, est-ce qu'on ne peut pas quand même définir des rouages, vraiment les endroits stratégiques auxquels il faut s'attaquer pour justement arriver à défaire ce pouvoir et l'affaiblir, en fait, pour pouvoir mettre autre chose en place. Non, mais je comprends votre frustration. On va réorganiser quelque chose. On va pas changer le monde ce soir. Ça, c'est sûr. Donc, je comprends votre frustration. Ce qu'il y a, c'est qu'à 11 heures, nous, on va se retrouver à 10 max. On doit tout ranger parce que malheureusement, à minuit, tout le monde doit être parti. Il y a encore pas mal de trucs au bar. On pensait que vous picoliez à fond, mais c'est pas le cas. Et donc voilà. Non, juste pour dire, on va refaire des journées et Étienne va revenir. Hein, Étienne? Tu vas revenir. Oh, et faut absolument garder un tout petit peu de temps pour qu'il y ait comme un échange ou deux entre. Votre question tout de suite. Voilà, question, 10 secondes, je capte le micro à la main. Ma question est assez large. En fait, je voulais juste savoir si maintenant vous avez pris en compte l'influence de l'Union européenne en fait dans toutes ces décisions-là et dans la démocratie, vu que normalement on devrait pouvoir être tous unis dans ces pays. Et donc voilà, c'était juste ma question s'il y avait cette prise de conscience et de considération à ce niveau-là aussi, qu'il y a une grosse influence en tout cas sur les décisions en Belgique et dans tous les autres pays. Donc voilà. Bonsoir Étienne, moi c'est Sandro, enchanté. Donc est-ce qu'il y a au niveau européen ou au niveau belge ou au niveau français, je ne sais pas, quoi que ce soit qui puisse stopper l'appel l'appel militaire pour l'envoi de soldats donc sur le terrain en Ukraine? Excellente question. Bonjour, Nathalie, vous incarnez le RIC. Simplement, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver du concret immédiatement? Parce qu'il y a des élections dans 3 mois et que la majorité de la population est endormie. Comme disait le docteur, 10 médecins actifs et les autres cérébraux lésés, 42 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait là pour que le peuple réagisse? Merci. Jean-Jacques. En juin prochain, il y a des élections fédérales et régionales en Belgique, mais il y a des européennes un peu partout. Pour qui allez voter? Qu'est-ce que vous allez faire de votre voix aux prochaines élections? Eh bien, c'est très simple, voilà, parce qu'on a parlé à côté de la plaque. Il y a 3 éléments de base qui détruisent le système. Donc,
couper l'immunité, couper le monopole des pouvoirs sectaristes des partis et les privilèges. Parce qu'on accepte la crime et les criminels en toute impunité. Merci, voilà, c'est Eugène. Bonne chance, Étienne. Tu as 5 minutes pour répondre. Donc, tu dois revenir. Cathy proposait qu'un parti limite son programme en disant « je m'engage à instituer le tirage au sort ». Ça suffira pas. Pour instituer une démocratie, instituer le tirage au sort des représentants, ça va rabaisser les représentants qui vont plus être nos maîtres, ils vont se comporter comme nos pairs, P-A-I-R-S, comme nos égaux. L'élection hisse les représentants au-dessus de nous et ils se sentent légitimes à devenir nos maîtres, à tout dessiner à notre place. Donc l'élection, elle fabrique des maîtres par construction, ontologiquement, dans son être même, alors que le tirage au sort, lui, au contraire, il cantonne les représentants à une parité avec nous. Et quand on a été tiré au sort, on ne se sent pas gonflé d'orgueil parce qu'on a été tiré au sort, on sait bien que ça n'a rien à voir avec notre mérite. Donc, le tirage au sort, il sert à ne plus rien avoir à craindre de nos représentants. Mais ça ne suffit pas à établir une démocratie. Une démocratie, ça va tenir à la procédure que nous choisissons pour décider. Et donc, et qui décide? Et donc, si vous voulez une démocratie, il faut que le peuple puisse décider. Donc, la procédure démocratique dans un système représentatif, c'est le RIC, par référendum, l'initiative citoyenne, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons les questions et c'est nous qui décidons. Ça, c'est la procédure démocratique. Donc, un parti vraiment démocratique, il ne faut pas seulement qu'il défende le tirage au sort, il faut qu'il défende le RIC aussi, le référendum d'initiative citoyenne. Sinon, il n'est pas démocrate. Mais c'est pas tout. Ces deux pieds-là ne suffisent pas à faire une démocratie, hein. Vous avez absolument besoin, si vous avez le RIC, vous avez absolument besoin de l'indépendance des médias dont on a parlé dans la table ronde cet après-midi, là, hein. Une démocratie, ça va donner le pouvoir à l'opinion aux citoyens, ça va leur donner le pouvoir, mais cette opinion, il faut qu'elle soit éclairée, il ne faut pas qu'elle soit trompée. Quand les riches achètent tous les médias, pas seulement les journaux, quand ils achètent les télés, quand ils achètent les radios, quand ils achètent les maisons d'édition, quand ils achètent les agences de presse, quand ils achètent les instituts de sondage, ils se donnent le moyen de nous mettre la tête à l'envers et de voter contre nos intérêts. Donc, il est particulièrement prioritaire de reprendre les médias aux riches. Les médias, vous avez compris, c'est pas seulement les journaux. Il est stratégique et urgent, prioritaire, de commencer par reprendre les médias aux riches de façon à être. Donc, il faut qu'ils les rendent de façon à ce que notre opinion soit correctement éclairée et que nous décidions en connaissance de cause. Donc, il faut le tirage au sort, ok, mais il faut aussi le RIC, il faut aussi des médias indépendants et il vous faut une monnaie publique sous contrôle citoyen. Quand il y a du chômage, il faut que des citoyens disent on crée de la monnaie pour qu'il n'y ait plus de chômage. Et quand il y a trop de monnaie, parce qu'il y a on le voit parce qu'il y a de l'inflation, là, il faut détruire de la monnaie, il faut plus d'impôts. Donc, mais il vous faut une monnaie politique. Donc, il faut reprendre la monnaie aux usuriers, il faut reprendre la monnaie aux banquiers. Si vous ne faites pas ça, vous n'établissez pas une démocratie. Enfin, vous allez instituer un pouvoir politique en disant la souveraineté, ça nous appartient, nous pouvons décider, le droit des peuples à décider d'eux-mêmes. Et par contre, à chaque fois que vous allez prendre une décision, il faut que vous alliez voir un usurier en lui disant et ça, on peut le financer. Si lui a le moyen, le pouvoir de vous dire non, non, ça, on le finance pas, ben c'est lui le souverain. Donc, il fallait pas oublier la monnaie, hein, n'oubliez pas la monnaie. Alors, il faut prendre le temps de définir les mots. Non, il n'y a plus de temps. J'ai pas. Non. Oui, j'ai pas le temps de définir les mots. Voilà. Mais effectivement, dans la Constitution, il faut penser à. En fait, tout à l'heure, tu as proposé plusieurs options, fédération des partis, recherche d'un protocole commun, ce genre de choses. On aurait voulu un petit mot des gens qui sont engagés dans des processus démocratiques pour prochainement et voir dans quelle mesure on peut trouver des convergences. Je laisse un petit peu la parole, 1 minute chacun à Michel, à Giovanni. Oui. Donc, bonjour à tous.
Qui parle? Ici, donc, c'est bien organisé, hein. Il n'y a pas de chaise. Du coup, donc, je m'appelle Giovanni, je suis, on va dire, là, je bosse avec le collectif citoyen et on a l'espoir de pouvoir, enfin, d'essayer de changer les choses. Et aujourd'hui, enfin bon, certains ont entendu parler du collectif, d'autres non. Je crois que le désir ce qu'on espère vraiment, c'est de pouvoir impacter positivement la situation. Et pour nous, ça consiste effectivement à passer par des processus, d'assemblée, qui peuvent être organisés indépendamment de notre réussite électorale ou non. Par contre, une réussite électorale, je pense, peut véritablement amener la puissance en termes d'impact. C'est-à-dire avoir quelques représentants qu'on pourra appeler du poil à gratter, des empêcheurs de légiférer en rond. Ça nous permettra d'être, en fait, de leur retirer un petit peu le monopole qu'ils ont sur les jouets législatifs et dire on va venir un petit peu se mêler de vos histoires. Ça, c'est un. Deux, ces élus, ces députés, enfin là, pour le coup, je l'espère, de véritables représentants, vont aussi nous informer, nous, de ce qui se passe là-dedans. Et ensuite, la deuxième chose, outre avoir ces élus et ces représentants, faut savoir aussi une élection, ça ouvre la possibilité d'avoir des budgets assez conséquents. Et je crois qu'on le sait dans la résistance, on fait souvent avec des bouts de ficelle. Ici, obtenir des moyens, ça va permettre justement de faire du renforcement citoyen et populaire en investissant dans des lieux, enfin ce qu'on pourrait appeler des QG ou des maisons de la citoyenneté, de faire de la transmission de savoir et de savoir-faire qui nous renforce, qui nous équipe, qui nous rend toujours plus autonomes. Donc les assemblées, cool, on peut faire sans les élections, mais par contre des députés qui vont emmerder le pouvoir, ça, on a besoin de les avoir. Et deux, les budgets, c'est vraiment un luxe dont on n'est pas en mesure de se priver. Donc ces trois objectifs-là, pour moi, sont vraiment fondamentaux, sont interdépendants et même sont synergétiques. Donc ils se renforcent les uns les autres.